Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je sais que c'est une très, très belle journée de printemps. Alors, je ne suis pas surprise. Habituellement, quand je viens, on est beaucoup, beaucoup plus nombreux, mais il fait 25 degrés à l'extérieur. Alors, ce n'est pas étonnant. Peut-être que les gens n'ont pas envie d'entendre parler d'agisme, mais moi, ça fait 25 ans que la question me passionne. Alors, je vais vous reparler d'agisme encore aujourd'hui. Et je parlais avec Dr Davignon au début, puis on se dit, est-ce qu'il n'y a pas de monde parce que les gens sont tannés d'entendre parler d'agisme? Peut-être, mais je vous dirais que le problème n'est malheureusement pas encore résolu. Je lisais un article cette semaine dans le Figaro où on indiquait que la discrimination sur la base de l'âge en milieu de travail est la discrimination la plus répandue devant le handicap physique, devant la question, par exemple, culturelle, devant la question du genre, donc homme-femme, la question de la... Puis on ne peut même pas parler de l'âge comme tel, mais de la perception de l'âge en milieu de travail. Ça reste l'obstacle numéro 1. Alors, je reviens encore une fois vous parler d'agisme. Et ce que je vais vous présenter cet après-midi, ça va peut-être surprendre des gens, en tout cas moi, et moi, ça m'a surpris, les résultats qu'on a obtenus, mes collègues également. Ce qu'on a voulu, c'est une étude, des résultats d'une étude qu'on va vous présenter cet après-midi, que je vais vous présenter, qu'on a soumis d'ailleurs pour publication. Et qui avait pour objectif d'approfondir ce qu'on sait déjà sur l'agisme. D'abord, on sait que c'est une forme de discrimination qui fait appel aux critères de l'âge, souvent de l'âge subjectif, pour exclure un individu, lui enlever des droits, si on veut, enlever des privilèges, etc. C'est sûr que l'agisme, on le dit toujours, peut aller dans les deux sens, ça peut être bidirectionnel, mais on sait, en tout cas dans le domaine de la recherche en gérontologie, que l'agisme est beaucoup plus orienté vers les personnes âgées que vers les personnes jeunes, que les stéréotypes négatifs sur la base de l'âge. La liste est beaucoup plus longue. Ça, ce sont des choses qu'on sait. Il y a aussi beaucoup d'études qui ont été effectuées par le passé où on tentait de comprendre le regard des jeunes sur le regard des personnes âgées, sur le regard des aînés. Puis on a accumulé beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus et on connaît donc, on sait que du côté du regard des jeunes, il y a parfois des stéréotypes agistes à l'égard des aînés. On a voulu aller un petit peu plus loin et se dire, mais aujourd'hui, l'espérance de vie qui est à 85 ans pour les femmes, autour d'eux en tout cas, et peut-être un petit peu moins pour les hommes. Donc, on ne peut plus parler du groupe des personnes âgées de manière homogène. Hein? Il y a les personnes âgées de 65 ans, les personnes âgées de 75 ans, les personnes âgées de 95 ans, les centenaires. Donc, on a voulu se poser la question, est-ce que du fait qu'il y a une hétérogénéisation de l'âge, est-ce que ça change le regard porté sur le vieillissement? Donc, on a voulu voir, d'une part, comment les jeunes, encore une fois, comment les jeunes perçoivent le vieillissement, comment les jeunes perçoivent les plus âgés, mais aussi comment les plus âgés perçoivent leurs pairs plus âgés. Donc, une étude qui essaie de faire une espèce d'analyse à la fois intergroupe, jeunes et plus âgés, mais aussi intragroupe. Donc, on a voulu voir quel est le regard des personnes de 65 ans sur les personnes de 75 ans. Et les personnes de 75 ans, quel est le regard, on parle toujours de regard du vieillissement, le regard sur les personnes de 85 ans, celles de 85 ans sur les personnes de 95 ans, etc., etc. Pourquoi on s'est posé cette question? D'abord, je vais vous dire, bon, le titre « Regard croisé », on a voulu croiser les regards des jeunes, mais aussi de l'ensemble des personnes âgées. Pourquoi on s'est posé ces questions du regard intra-groupe des personnes âgées? On tombe parfois sur des petits bijoux de livres. Je suis tombée sur ce livre. Je vous conseille ardemment de le lire. Ce sont deux auteurs britanniques. Donc, le titre du livre, « Rethinking Old Age, Theorizing the Fourth Age ». C'est écrit par Paul Higgs et Chris Gillard. C'est un tout petit livre qui dit essentiellement, en tout cas, ce que soutiennent ces deux auteurs-là, c'est qu'il y aurait une espèce de fragmentation sociale de l'âge qui est en train de se produire, quand on parle, et de la vieillesse également. Ce que disent Higgs et Gillard, on peut très bien le contester, mais c'est une hypothèse comme une autre, c'est qu'avec, comment dire, la force
de certains modèles du vieillir qui sont omniprésents dans la culture nord-américaine notamment. Par exemple, le bien vieillir, le vieillir actif, le vieillir productif, le vieillir réussi, le vieillir positif. Ces modèles-là, dans l'esprit de nos auteurs, sous-tendraient un risque de fragmenter la vieillesse, c'est-à-dire il y aurait comme une bonne façon de vieillir et ceux qui atteindraient ces standards de vieillissement productif, vieillissement actif, vieillissement positif, optimal, etc., sous-tendraient aussi qu'on risque d'exclure ceux qui n'arrivent pas à atteindre ces standards ou ces modèles de vieillissement. Et ça contribuerait à une fragmentation entre les aînés eux-mêmes. Donc, j'avance déjà notre hypothèse à la lumière de ce que disent ces deux auteurs. Higgs et Giller disent qu'il y a comme ce discours du bien vieillir, ou ce qu'ils appellent, et c'est contestable, eux appellent ceci la culture du troisième âge, qui quelque part, dans l'hypothèse de ces auteurs, définit ce qu'est le bien vieillir. Et cette culture du troisième âge risquerait d'exclure, où ça pourrait ouvrir la porte à une exclusion au 4e, 5e âge, etc., etc. Parce que le 4e et le 5e âge, et on est toujours dans la perception ici, sous-tendraient des modèles qui ne correspondent pas au vieillissement optimal, vieillissement réussi, etc. Et donc, je ne dis pas qu'il y a de l'âgisme nécessairement, mais ça pourrait ouvrir la voie à de l'âgisme. Donc, ce que questionnent ou les hypothèses qu'ont fait Hilliard et Higgs sont très intéressantes, mais elles n'ont jamais été vérifiées de manière empirique avec des collectes de données. Alors, on s'est dit, allons poser la question, allons analyser le regard des jeunes, mais aussi des aînés de 60 à 100 ans, à la fois entre eux, mais aussi à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, si je reviens à ces modèles omniprésents dans la... Puis si on pourrait faire une autre conférence simplement pour élaborer sur cette question des modèles de vieillissement réussi, vieillissement productif, vieillissement actif. Si on regarde, par exemple, je vais juste prendre l'exemple des médias. La façon dont les médias parlent du vieillir, ça nourrit souvent cette espèce de culture du vieillissement, comment dire, je cherche les mots en français, mais fresh and fit. Il y a certains standards à atteindre pour bien vieillir. Les médias nourrissent énormément, par inadvertance ou volontairement, je ne sais pas, mais cette idée du bien vieillir avec des critères qui sont très circonscrits et très, très précis. Par exemple, les analyses qu'on a faites dans le passé, justement, des médias, montraient qu'on valorisait énormément un certain type de personnes aînées qui, par exemple, c'est un exemple que je donne souvent, mais on l'a beaucoup vu dans le Globe and Mail et dans le quotidien La Presse, par exemple, un certain type d'aîné qui fait le marathon, qui court, qui est encore très, très en forme. Alors là, l'article est très glorifie finalement ce type de personnes, mais a tendance, dans des articles qui s'adressent davantage aux très, très âgés, à parler du vieillissement en termes beaucoup plus négatifs, le coût que ça sous-tend à la société, les soins de santé, etc., etc. Donc, les médias, par inadvertance, nourrissent ces modèles de vieillissement productif, vieillissement réussi, etc., etc., en mettant l'accent justement sur bien vieillir veut dire finalement ne pas vieillir et rester jeune. Donc, le critère de comparaison du vieillissement réussi devient celui de la jeunesse. Et c'est là le piège, quelque part, de ces modèles. Et surtout, c'est le piège pour ceux qui n'arrivent pas à atteindre les standards de ces modèles. Ces modèles-là mettent aussi l'accent sur une certaine responsabilité individuelle à réussir son vieillissement. Donc, la personne aînée, à travers ces modèles qui, justement, n'atteint pas ces standards, ça devient quelque part sa propre faute. Hein? On ne tient pas compte des facteurs, par exemple, sociaux, de l'histoire de la personne qui fait que ça se peut qu'à 75 ans, nous ne puissions pas tous et toutes courir le marathon pour différentes raisons. Donc, je reviens à cette idée d'un risque qui est nourri par les auteurs du livre dont je vous parlais au début, qui est vraiment le moteur de toute l'étude qu'on a menée pendant une année. Il y a ce risque de fragmentation, de division entre différents groupes d'aînés. Donc, nous, on a voulu poser la question, est-ce que cette fragmentation potentielle
à l'intérieur, entre les groupes d'aînés, pourrait faire en sorte que la cible de l'agisme, les cibles de l'agisme, soient aussi en train de se déplacer. C'est-à-dire que posons-nous, en tout cas, à partir de ce que disent ces auteurs et les résultats qu'on a obtenus tendent à dire ça aussi, c'est que l'agisme deviendrait de moins en moins un facteur qui ciblerait, par exemple, les 50-65 ans, qui sont la culture, qui incarnent la culture du troisième âge, mais ciblerait davantage les 75 ans, les 85 ans, les centenaires, etc., etc. Nous avons posé la question, bien sûr, avant d'y répondre, on s'est dit, allons collecter des données, allons poser la question à des personnes aînées, mais aussi à des jeunes. Alors, je reviens, c'est parce que ce sont des belles phrases, juste avant de vous présenter la méthodologie. Donc, ces modèles du vieillissement actif, réussi, productif auraient pour effet de glorifier, comme je le disais, une culture du troisième âge. Et j'ai pris une citation de ce livre de Higgs et Gillards, Une culture du troisième âge, One that rejects of that which is old because it is old. Ce que soutiennent Higgs et Gillards, c'est que finalement, le quatrième et le cinquième âge deviendraient comme une espèce de distorsion dans le miroir du troisième âge. C'est quelque chose, soit par mécanisme de défense, soit par anxiété du vieillir, soit par angoisse justement du vieillissement, duquel on voudrait prendre nos distances et qui, finalement, cette distorsion, c'est la distorsion dans les modèles du bien vieillir. C'est dans les modèles du vieillissement réussi, du vieillissement optimal, etc., etc. Comme je le mentionnais tantôt, ces hypothèses-là sont fort intéressantes, mais elles n'ont pas été vérifiées de manière empirique. On a décidé d'ouvrir cette voie et d'aller voir ce qu'il en était. Donc, l'objectif de l'étude que je vais vous présenter, c'était de voir comment les jeunes perçoivent l'avancement en âge, perçoivent le vieillissement, mais aussi de voir quel est le regard des aînés sur les aînés également. Et sans vouloir, glorifier cette étude, je dirais qu'elle est assez unique parce que sur les questions de l'agisme, on a fait beaucoup de comparaisons jeunes, personnes âgées, mais c'est parmi les premières où on est allé creuser davantage les aînés entre les aînés eux-mêmes sur la question du regard sur le vieillissement et de l'agisme. Et c'était ces perceptions inter- et intra-groupes à étudier étaient d'autant plus nécessaires, comme on le disait tantôt, parce qu'il y a un phénomène d'allongement de l'espérance de vie. Maintenant, on parle de, troisième âge, on le sait déjà, quatrième, cinquième âge. Il y a des centenaires, il y a même des supra-centenaires maintenant. Alors, derrière cette étude, la question était, est-ce que ça change le regard sur le vieillissement? Et est-ce que l'agisme reste la même mécanique ou est-ce que ça se déplace quelque part? Alors, question de recherche, les stéréotypes agistes reflètent-ils la fragmentation du vieillissement postulée par Higgs et Gillard? Donc, numéro 1, comment les jeunes perçoivent-ils les plus âgés et comment les aînés perçoivent-ils les jeunes et aussi leurs pères aînés? Donc, perception, encore une fois, intra- et intergroupe. Pour bâtir notre questionnaire, il fallait bien circonscrire des stéréotypes agistes, parce que c'était ça. L'idée, c'est de voir est-ce que les jeunes souscrivent à des stéréotypes agistes à l'égard des aînés, mais aussi est-ce que les aînés souscrivent par inadvertance, involontairement, à des stéréotypes agistes à l'égard de leur père aîné. Parce qu'il y a une énorme différence entre mon vieillissement à moi et celui de l'autre. Quand on pose des questions, en tout cas les questionnaires qu'on a fait passer depuis les 20 dernières années, on obtient des réponses très différentes en fonction de la façon de poser la question. Est-ce que c'est de moi dont je parle, de mon vieillissement, ou c'est le vieillissement de l'autre de manière générale? Donc, pour bâtir le questionnaire, on est parti des travaux d'une chercheure américaine qui travaille, elle, depuis au moins une trentaine d'années sur la question de l'agisme et qui s'appelle Susan Fiske. Susan Fiske et ses collègues ont bâti un modèle de contenu des stéréotypes, Stereotype Content Model. Et ce que dit ce modèle, finalement, c'est que un des moteurs de l'agisme, un des moteurs de stéréotypie de l'agisme, c'est la combinaison que je dirais fâcheuse de penser que quand on vieillit, on devient moins compétent, mais plus sociable. Et là, on sait très bien que cette combinaison très agiste
de penser que la compétence diminue avec l'âge, puis on va le définir dans quelques secondes, la compétence, mais que la sociabilité augmente. Si c'est ce que je perçois du vieillissement et de l'aîné, il est certain que ça va teinter mon comportement envers la personne âgée. Donc, ça veut dire qu'on aura recours à un langage forcément infantilisant, un langage qui peut être contrôlant, etc., parce qu'il y a cette croyance très élevée sur la sociabilité, très faible sur la compétence, que la personne n'a pas de pouvoir d'agir, n'est pas capable de décider, etc., etc. Donc, partant des travaux de Fisk, nous avons bâti le questionnaire où on a demandé à des jeunes leur perception sur la compétence et aussi la sociabilité des aînés, mais on a aussi demandé aux aînés de 60, 70, 80, 90 leur perception de sociabilité et de compétences, à la fois par rapport à leur propre groupe d'âge, mais aussi par rapport à tous les autres groupes d'âge. Alors, dans le modèle du contenu des stéréotypes, la sociabilité se définit, et c'est peut-être pas exhaustif, mais la sociabilité, c'est le degré auquel je pense, jusqu'à quel point je pense qu'une personne est gentille. Une personne, je peux lui faire confiance, la confiance que je peux accorder à une personne. Et la façon dont je décide d'attribuer un degré de sociabilité, ça dépend souvent de l'appartenance à un groupe social en particulier, hein, parce que chaque groupe social a une réputation. Malheureusement, dans le cas de l'âgisme, justement, on sait très bien que ça émerge, entre autres, d'une vision du groupe des aînés comme étant gentils, des gens en qui on peut faire confiance. Il n'y a pas de jugement ici, c'est simplement un modèle. Le deuxième critère qu'on a utilisé, c'est la question de la compétence. Alors, les travaux de Fisk définissent la compétence comme la capacité, l'habileté d'une personne à atteindre ses buts. Encore une fois, en fonction de son appartenance à un ou des groupes sociaux. Et vous voyez que ce sont des définitions qui sont très larges. Hein, la compétence, ça peut être la compétence, la capacité que j'ai à, je ne sais pas moi, à faire une tâche en milieu de travail, mais ça peut aussi être la compétence que mon médecin m'accorde dans ma capacité de décider moi-même de ce que je veux comme traitement. On parle de compétence globale ici et de sociabilité globale. Fisk, à partir de ces deux marqueurs-là, qui, selon elle et son équipe, sont vraiment des moteurs puissants d'agisme, est allée elle-même sonder le terrain du côté des États-Unis. Elle a fait beaucoup de sondages pour en arriver à la conclusion que systématiquement, après plusieurs passations de questionnaires, après plusieurs recherches, systématiquement, les groupes de personnes âgées sont toujours, encore une fois, situés dans l'axe élevé de sociabilité et dans l'axe faible de compétences. Il y a d'autres groupes sociaux auxquels elle a demandé à des participants de situer, encore une fois. Par exemple, il y a certains groupes sociaux qui sont perçus comme très compétents, à l'inverse des personnes âgées dans les travaux de Fisk, très compétents, mais peu sociables. Exemple, les femmes, et on est dans les perceptions ici, les femmes qui sont féministes sont perçues comme étant très capables de faire les choses, mais pas nécessairement gentilles. On est dans l'univers des stéréotypes ici. Hein. C'est pas, je tiens à le préciser, ce n'est pas du tout ce à quoi je souscris. Mais on est dans l'univers des stéréotypes et les stéréotypes souvent guident les attitudes. Ou par exemple, un autre exemple, les personnes riches au plan monétaire, sont perçues comme compétentes, encore une fois, donc capables d'atteindre un but et de faire ce qu'elles veulent faire, mais pas nécessairement quelqu'un à qui on peut faire confiance. Alors, simplement pour vous montrer vraiment un tableau très résumé des 20 années de travail qu'a fait Fisk et ses collègues, on voit que, donc, systématiquement, l'axe des X à l'horizontale, donc le degré de compétence, et l'axe des Y à la verticale, le degré de sociabilité, les travaux de Fisk ont systématiquement montré que les personnes âgées sont perçues comme étant très sociables, très agréables, mais pas tout à fait compétentes, donc peu de pouvoir d'agir. Et quand on y pense, on voit comment ça ouvre le terrain à des comportements très agistes. Par exemple, prendre en charge, décider pour une personne âgée, ne pas lui donner la parole, etc., etc.
Et je vous donnais l'autre exemple, il y a plusieurs groupes qu'elle a testés, mais on voit que systématiquement aussi la bulle à droite, les femmes que l'on dit féministes, dans les questionnaires de FISC, systématiquement, on les perçoit comme très compétentes, mais pas nécessairement des femmes que l'on trouve gentilles, à qui on peut faire confiance, etc., etc., etc. J'ai ajouté, parce que c'est la question qui nous intéressait ici, compte tenu de ce que nous ont dit Higgs et Gillard, hein, cette idée de il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième âge, et il y a un risque de fragmentation à ces âges, entre ces groupes d'âge-là. Nous, on s'est posé la question, est-ce que l'âgisme ou cette combinaison fâcheuse de degré élevé de sociabilité et degré faible de compétence, est-ce qu'il s'appliquerait de la même manière pour tous les groupes d'aînés? Ou est-ce que certains groupes d'aînés seraient davantage la cible d'agisme que d'autres? Nous avons fait l'hypothèse que les personnes âgées, les plus âgées dans la société, parce qu'elles ne correspondent pas, dans la perception, encore une fois, à ces modèles de vieillissement réussi et optimal, pourraient être la cible d'agisme, donc que ça se déplacerait lentement. Alors, méthodologie. On a recruté entre septembre 2014 et septembre 2015 400 participants. On en a recruté beaucoup plus, mais 400 au total ont accepté de répondre à notre questionnaire. Et 400, c'était après le nettoyage et des questionnaires qui n'étaient pas tout à fait complétés, qui ont été exclus. Donc, on a pu utiliser pour analyse statistique 400 questionnaires. De ces 400 questionnaires, il y avait 216 étudiants de l'École de psychologie de l'Université d'Ottawa. Donc, vous le savez, dans le monde, tout s'est fait de manière anonyme et confidentielle. Donc, c'était en ligne. Les étudiants ne recevaient qu'un questionnaire et nous l'acheminer par la suite. Ça, ce sont des jeunes de 18 à 20 ans. Je vais vous présenter les caractéristiques sociodémographiques dans quelques secondes. Et pour aller aussi examiner le regard des aînés sur les jeunes et aussi sur les aînés, on a sollicité donc la participation de plusieurs résidents de différentes résidences de la région de Montréal. Au total, 184 ont accepté de compléter notre questionnaire. Simplement pour vous donner un peu les caractéristiques sociodémographiques, donc pour les résidents, on a eu 121 femmes qui ont complété le questionnaire versus 63 hommes, et on a eu 175 jeunes étudiantes qui ont accepté de participer versus 40 étudiants. Le groupe d'âge, et là, j'ai simplement indiqué le groupe d'âge majoritaire, finalement, là où il y a le plus grand nombre de participants. Donc, pour les résidents, 88 % d'entre eux étaient âgés entre 76 et 85 ans, alors que pour les étudiants, le groupe d'âge le plus fréquent, c'était bien sûr des jeunes de 18-20 ans. C'est des étudiants de baccalauréat de premier cycle. La plupart d'entre eux parlaient français comme langue première. L'état de santé perçu, pourquoi je l'inclus? Parce qu'on pourrait dire, bon, ben, les réponses, est-ce qu'elles sont teintées par l'état de santé de la personne quelque part? Ce n'est pas un facteur qui a joué, en tout cas parce que la plupart et des résidents et des étudiants considèrent que leur état de santé est soit très bon ou bon, 70 % pour les résidents et 90 % pour les étudiants. Alors, le questionnaire. Et comme c'est un long questionnaire, au lieu de le présenter, de le résumer ici en PowerPoint, je vais simplement vous montrer de quoi il en retournait de ce questionnaire, parce que c'est un petit peu complexe, parce qu'on voulait que chaque personne évalue son propre groupe d'âge par rapport au vieillissement, mais qu'elle évalue aussi 3 autres groupes d'âge à chaque fois, avec les mêmes questions qui revenaient, sociabilité et compétences. Alors, on s'est dit, quel genre de pattern on va trouver? Est-ce que pour certains groupes, il y aura sociabilité très élevée, compétences faibles, sociabilité élevée, compétences très élevées, etc., etc. Donc, ce questionnaire, la première partie, je vais passer assez rapidement, on demandait aux gens d'indiquer simplement leur catégorie d'âge. Donc, comme je le disais tantôt, pour les résidents, le groupe le plus nombreux était les 76-85 ans. Ces trois questions, les questions 2 et 3, pourquoi on a posé ces questions-là? Parce qu'on s'est dit on est intéressé à l'âge subjectif. C'est une chose de dire j'ai 51 ans, c'est une chose de dire mais je me sens comme si j'avais 35 ans. C'est une autre chose de dire puis j'aimerais avoir 20 ans.
Alors, on a voulu voir si l'âge, il y avait une correspondance entre l'âge objectif et subjectif. C'est pas, comment dirais-je, le noyau central et la contribution de l'étude. C'était simplement intéressant de voir s'il y avait un décalage. Et effectivement, tout le monde, à l'exception du groupe des jeunes, tous les résidents se sont rajeunis au niveau du ressenti et de l'âge qu'ils aimeraient avoir de 10 ans. On ne parle pas d'agisme ici, c'est simplement, c'est quasi anecdotique parce qu'on entend ça très souvent. Alors ça, donc c'était la première partie du questionnaire, pas la première partie, section sociodémographique. Et voici ensuite ce qu'on demandait aux gens. La section B, perception sur l'âge. Alors là, pour chaque participant, on demandait aux participants, qu'est-ce qu'une personne jeune pour vous en termes d'âge? Qu'est-ce qu'une personne jeune âgée en termes d'âge? Qu'est-ce qu'une personne âgée et qu'est-ce qu'une personne très âgée? Okay? Donc, 4 groupes d'âge, finalement, et c'est une évaluation subjective. Qu'est-ce que c'est une personne jeune? Qu'est-ce que c'est une personne jeune âgée? Qu'est-ce que c'est une personne âgée? Et qu'est-ce que c'est une personne très âgée? Puis vous allez voir tantôt qu'il y a vraiment un décalage. Hein? On voit que, par exemple, pour les jeunes étudiants, une personne jeune, ça ne dépasse pas 29 ans. Et c'est cristallisé comme ça. Mais quand on a demandé aux résidents qu'est-ce qu'une personne jeune, on voit que la perception est beaucoup plus, comment dire, les balises sont beaucoup plus larges. Et on va jusqu'à, si ma mémoire est bonne, on va le voir tantôt, je pense, 60 ans, personne jeune. Donc ça, chaque personne devait d'abord subjectivement classer différentes catégories, différents titres de groupes d'âge. Mais ensuite venaient les questions intéressantes sur, bien, pour chacun de ces groupes de jeunes âgés, âgés et très âgés, quel est le degré de sociabilité et quel est le degré de compétence que vous leur attribuez? Donc, pour chacun de ces groupes, questions sur les personnes jeunes, et dépendant de qu'est-ce que vous avez répondu qui est une personne jeune, il y avait 5 questions sur la compétence. Et ensuite, 4 questions sur la sociabilité. Vous pourriez me dire, mais d'où viennent ces questions? Nous ne les avons pas créées, ce sont des questions qui existent déjà, qui ont été très bien évaluées au plan de leur propriété psychométrique, encore une fois s'appuyant sur les travaux de Fiske. Donc, je vais m'arrêter ici pour le questionnaire parce que ce pattern-là, il revient. Donc, chaque groupe d'âge devait être évalué sur la question de la compétence et sur la question de la sociabilité. Donc, on faisait la même chose pour jeunes âgés, âgés et très âgés. Alors, les résultats. Je peux me permettre, tiens, peut-être de lancer la question aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une petite idée du type de résultats qu'on a pu obtenir? Oui. Non, oui. Oui, non, puis c'est sûr que même, le point que vous soulevez est très pertinent en ce sens où les recherches ont leurs limites. On n'a pas pu inclure tous les éléments qui influencent sur la perception de compétences et sur la perception de sociabilité. Alors, dans une prochaine recherche, on pourrait inclure ce critère-là, certainement. Oui. Ouais. Qui ont tous reçu à l'adolescence. Pour ceux qui travaillent social à Côte-des-Neiges, c'est des ados de 18-20 ans qui n'ont pas leur sociabilité très aguerrie. Oui. Oh, oui, parce que c'est en construction aussi là, chez les adolescents. Oui. Puis je suis contente que vous souleviez cette question parce que je tiens, encore une fois, ici on parle de questionnaire d'auto-perception. On parle de perception. Hein? Alors, on prétendrait jamais arriver avec une espèce de réponse absolue, mais ce qu'on a trouvé, ce sont des pointeurs, ce sont des marqueurs intéressants, avec une méthode qu'on a souhaité être solide au plan méthodologique. Donc, résultat. D'abord, perception d'être jeune, jeune âgé, âgé et très âgé.
Je vais y aller un petit peu assez lentement parce que ça semble complexe, mais c'est quand même assez simple. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez ce que nous ont répondu les jeunes étudiants de 18 à 20 ans. Alors, au niveau, sur le mot variable, sous le mot variable, on a qu'est-ce que c'est pour les jeunes de 18-20 ans être jeune? Vous voyez que c'est une vision assez claire. Presque 95% d'entre eux disent être jeune, ça s'arrête finalement à 29 ans. Alors que si on regarde la colonne de droite, on demande, et ça c'est 76 ans et plus, là, ce sont nos résidents, on leur a demandé qu'est-ce qu'une personne jeune. Vous voyez que la perception, elle est beaucoup plus étendue et que le pourcentage le plus grand, finalement, s'étale dans 3 groupes d'âge. Être jeune, pour les résidents qu'on a sondés, ça inclut 18-29, ça inclut 30-39, ça inclut 40-49 ans. Donc, une vision beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus inclusive également. Quand on posait la question, toujours dans la colonne de gauche, sous les 18-20 ans, qu'est-ce que c'est être jeune, âgé? Encore une fois, une vision assez cristallisée pour les 18-20 ans, 30-49 ans pour 84% d'entre eux, alors que jeune, âgé, ça se décale encore une fois de presque une dizaine d'années pour les résidents. Donc, 74, presque 75% disent être jeune, âgé pour nos résidents, veut dire être âgé entre 50 et 65 ans. Et on décale comme ceci. Qu'est-ce qu'une personne âgée? Hein, je ne sais pas si les gens voient bien, là. Qu'est-ce qu'une personne âgée? Quand on pose la question aux jeunes de 18-20 ans, une personne âgée, c'est une personne de 66-75 ans, pour 80% d'entre eux. Alors que quand on pose la question aux résidents, qu'est-ce qu'une personne âgée? Alors là, on tombe dans une autre, on décale d'une dizaine d'années. Donc, 76-95 ans pour 72% d'entre eux. Qu'est-ce qu'une personne très âgée? C'est normal, ça suit ce qu'on a répondu auparavant. 86 ans et plus pour les jeunes, c'est une personne très âgée. Pour nos résidents, je vous rappelle que nos résidents, le groupe le plus nombreux, c'était les 76-85 ans. Alors, nos résidents se disent qu'une personne très âgée, c'est une personne de 96 ans et plus. Okay? Là, on a simplement demandé aux gens subjectivement quelle était leur perception de différents groupes d'âge. La deuxième partie du questionnaire étant celle de, à partir de ce qu'on vient de placer maintenant, comment ces différents groupes d'âge-là, pour vous, jeunes, jeunes âgés, âgés et très âgés, comment vous les positionnez sur les axes de sociabilité et de compétences, qui, encore une fois, je le répète, est, dans l'esprit de Higgs et Gillard et de Fiske, un potentiel moteur de l'agisme. Mais même que je dirais, ce n'est pas un potentiel moteur de l'agisme. Le piège de penser qu'une personne est gentille et peu compétente, c'est de l'infantilisation. Et ça ouvre la voie de l'agisme. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été un petit peu la base du questionnaire de l'étude. Par contre, première chose, les résultats. On est dans les résultats, là. La bonne nouvelle, c'est que au niveau des scores de compétences, là, pour tous les gens, les jeunes, les étudiants et les résidents, la compétence sur une échelle de 1 à 5, la moyenne, c'était 3,11. Je pense que c'est une bonne nouvelle, en ce sens qu'on ne peut pas parler d'un regard très négatif au niveau de la compétence. Il n'y a pas de score extrêmement faible. Les scores moyens pour la sociabilité, là aussi, on peut parler d'une bonne nouvelle, puisque sur une échelle de 1 à 5, on était à 3,5. Donc, finalement, tous les participants, les 400 participants, ont un regard relativement positif, l'un par rapport à l'autre. Les jeunes par rapport aux aînés, les aînés par rapport aux jeunes et les aînés par rapport aux aînés également. Maintenant, ça c'est dans le tout. Mais quand on gratte un petit peu plus loin et qu'on essaie, on a vu, par exemple, est-ce qu'il y a des scores extrêmes, est-ce qu'il y a des corrélations entre le score que je donne à la compétence et le score que je donne à la sociabilité? Là, on a vu certaines tendances se dégager, et je vais vous le montrer en graphique dans quelques secondes. Mais dit en mots, ce qu'on a vu, c'est que pour l'ensemble des participants, les résidents et les étudiants, ce qu'on a vu, c'est qu'à mesure qu'on progresse dans les groupes d'âge, les scores de sociabilité augmentent et les scores de compétences diminuent. Hein, cette fameuse combinaison âgiste. Le groupe des très âgés,
Donc, le groupe, les très âgés, rappelez-vous, là, les très âgés, c'était, je pense que c'était 85 ans pour les jeunes et 96 ans et plus pour les résidents. Le groupe des très âgés était le plus désavantagé par rapport à cette combinaison, perception de faibles compétences et perception de grande sociabilité. Le groupe qui était, je dirais, le plus avantagé, qui a reçu des scores, en fait, de perception à la fois des gens fins et des gens compétents, c'est le groupe, et pour les jeunes et pour les résidents, des jeunes âgés. Donc, ce qui pourrait correspondre à ce que Higgs et Gillard appellent ce fameux troisième âge, cette fameuse culture du vieillissement réussi, productif, etc., etc. Ce sont des hypothèses ici. Est-ce qu'il y a un lien entre les scores obtenus et les modèles du vieillissement réussi, l'omniprésence d'un discours du troisième âge? La question est posée. Donc, mis en graphique, ce qu'on a vu, c'est que la perception des participants résidents, donc les personnes âgées, justement, ce qu'ils nous ont dit, c'est que les jeunes sont perçus comme relativement, presque parmi les plus compétents. Presque parmi les plus compétents. Les très âgés, donc les 96 ans et plus, sont perçus comme, et là, c'est là qu'on a eu une surprise, parce que les résidents nous ont dit, les très âgés, donc les 96 ans et plus, on leur a accordé des scores faibles de compétences, mais même des scores relativement faibles au niveau de sociabilité. Et ça a été une surprise pour nous, parce que là, on parle du regard des résidents aînés sur les très, très âgés. L'hypothèse que nous avions faite, c'est que les très âgés allaient recevoir des scores très élevés de sociabilité à l'extrême droite, mais de faibles compétences. Mais là, on a vu que les très âgés sont en mauvaise posture, si on veut. Par contre, le groupe des jeunes âgés est bien évalué, à la fois sur l'axe de la compétence et relativement bien sur l'axe de la sociabilité. Je pense que j'ai manqué un graphique, là. Je reviens sur un graphique. Oui. Parfait. Je suis contente d'avoir des réponses parce que je reste beaucoup avec des questions. Alors, le deuxième graphique, je m'excuse par inadvertance, là, je l'ai effacé, c'était le graphique qui résumait la perception des étudiants par rapport à ces 4 groupes d'âge-là. Et on a vu un pattern... Oui, je l'ai vraiment effacé. On a vu un pattern similaire à celui des résidents, à l'exception que pour les jeunes, les très âgés, ils les ont classés beaucoup plus vers la droite en bas. Donc, les jeunes perçoivent les très âgés comme des... Et ça s'explique en partie probablement. C'est probablement un lien de grands-parents. Voilà. Alors, beaucoup de sociabilité, mais pas nécessairement de perception de compétences. C'est la seule différence qu'on a vue entre la perception-évaluation des étudiants et des résidents, c'est-à-dire les très âgés étaient classés beaucoup plus vers la droite. Mais pour l'ensemble des participants, ceux qui étaient les mieux positionnés, c'est ce que nous, on a nommé les jeunes âgés. Voilà. Et c'est ce que, encore une fois, Higgs réfère au troisième âge, finalement, et à la culture du troisième âge, qui, en définissant, et là, j'ouvre la voie à la discussion ensuite, en définissant des modèles du bien vieillir, des modèles du vieillir optimal, des modèles du vieillir productif, des modèles du ne pas vieillir, finalement, est-ce qu'on serait en train de fragmenter les groupes d'aînés entre eux par inadvertance ou involontairement, excluant ceux qui, et là j'emprunte les mots à nos 2 auteurs, représentent une distorsion dans le miroir de l'âge. Et quand on regarde et qu'on écoute le discours des médias, cette distorsion dans le miroir de l'âge, elle est très présente. On nous présente les très âgés dans le discours public, particulièrement le discours médiatique. On nous présente le 5e âge comme un endroit. Gillard et Higgs parlent de black hole, un trou noir. C'est pas Jojo,
Mais dans le discours public, ça représente quelque chose vers lequel on ne voudrait pas aller. Et l'hypothèse que nous, on a fait, c'est que ce risque de fragmenter, séparer, diviser les groupes d'aînés pourrait ouvrir la voie à, pas une nouvelle forme d'agisme, à de nouvelles cibles d'agisme qui se déplacent en même temps que l'espérance de vie augmente. Est-ce que, encore une fois, par inadvertance, on s'est posé la question longtemps avant, on commence à avoir des pistes de réponse ici, les aînés feraient de l'agisme à l'égard des autres aînés? Parce qu'on a entendu beaucoup, l'agisme, ça vient des jeunes. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie, oui, qui vient de ce groupe, mais on voit aussi qu'il y a une partie de l'agisme qui viendrait peut-être du groupe des aînés eux-mêmes. Maintenant, les réponses à ceci, est-ce que c'est lié à... Il y a une très belle théorie en psychologie sociale qui s'appelle Anxiety, Management Anxiety Theory, la théorie de la gestion de la terreur, et qui dit la raison pour laquelle on veut souvent se distancer, on le fait encore une fois involontairement, de la personne aînée, c'est parce qu'elle représente la fin de vie. Et comme la fin de vie est comme tabou dans nos sociétés où il y a encore un certain malaise, ma façon de gérer le malaise serait de m'en tenir à l'écart. Alors voilà, la culture du troisième âge serait-elle un des moteurs de l'agisme? Et j'ai mis un point d'interrogation, parce que les questions en recherche sont toujours plus intéressantes que les réponses. La lutte à l'agisme, ce que nous disent ces résultats, par contre, c'est que la lutte à l'agisme, c'est entre autres, et ça, je pense que c'est important, s'il y a un message à retenir, lutter contre l'agisme, ça veut dire sortir d'un modèle homogène du bien vieillir. Il n'y a pas qu'une seule façon de bien vieillir, laquelle est souvent définie par des critères de jeunesse. On devrait valoriser différents modèles du vieillissement qui vont au-delà des critères d'accomplissement concret. Une personne qui ne peut pas aller faire son marché peut tout à fait bien vieillir et ça devrait être valorisé. Ce mode de vieillir devrait être aussi valorisé dans le discours public. Ça ne l'est pas actuellement. Et particulièrement la lutte à l'agisme, ce que nous disent les résultats ou ce que suggèrent nos résultats, c'est aussi de valoriser les personnes très âgées dans nos sociétés, qui, encore une fois, pour certaines d'entre elles, n'arrivent peut-être pas toujours, et encore je parle au conditionnel, à atteindre ces standards de vieillissement optimal dans la définition de ce que c'est l'optimal, bien sûr. Merci de votre écoute. Et